Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire concernant la gestion des pots plastiques. Donc, je suis Michael Mercier, ancien président de Valor et pilote du groupe sur la gestion des emballages de plants. Alors, juste pour comprendre l'historique, c'est un travail que l'on a commencé à Valor il y a environ 3 ans. Initialement à la demande des distributeurs qui voulaient trouver des solutions en fait pour les consommateurs. Et c'est donc un sujet qui a été travaillé de manière interprofessionnelle avec l'ensemble des familles. Le groupe est constitué d'une dizaine de professionnels et on a sollicité 2 cabinets extérieurs pour nous épauler sur ce travail-là. Donc, le travail initial a été de savoir si les pots étaient bien un emballage, tout d'abord. Ensuite, voir les volumes que ça pouvait représenter au niveau national, quels étaient tous les flux qui existaient dans tous les sens. Et ça nous a amené à nous structurer et à travailler dans 3 directions. Première direction, c'est un sous-groupe qui s'appelle éco-conception. Donc, l'idée, c'est de trouver toutes les solutions que l'on peut avoir pour éviter d'utiliser du plastique. Voilà, le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Donc, dès lors qu'on peut travailler en racine nue, dès lors qu'on peut travailler en mode pressé ou toute autre forme de solution, on a cherché à les identifier et à promouvoir ces solutions-là. Voilà. Éco-conception, c'est aussi un travail que l'on a mené pour lever les obstacles au tri des pots, donc notamment par rapport à la couleur noire qui est gênante dans les chaînes de tri. Et pour ce faire, on a travaillé avec les fabricants de pots dans ce groupe afin qu'on travaille de concert. Donc ça a été le premier travail. Et puis ensuite, 2 autres sous-groupes. Un sous-groupe concernant les emballages à usage professionnel, donc tous les pots qui arrivent avec les plantes chez les paysagistes, les pépiniéristes, les autres pépiniéristes, les collectivités, voilà, tous ceux qui n'arrivent pas en fait chez le client consommateur final. Donc c'est ce qu'on appelle les pots à usage professionnel. Et puis le dernier groupe, donc pots à usage ménager. Donc tous ceux qui sont censés arriver dans les poubelles jaunes, donc 3 sous-groupes. Et ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est donc ce qu'on a souhaité mettre en place avec un partenaire Adivalor concernant les pots à usage professionnel. C'est bien ça qui va vous être présenté aujourd'hui pour que chacun comprenne. Donc peut-être vous redire à tous que en 2025, le paiement d'une éco-contribution pour l'ensemble des circuits sera obligatoire. Donc, ce qu'on cherche à mettre en place, c'est avec Adivalor pour le côté professionnel. Pour le côté ménager, ce sera avec l'un des éco-organismes qui, par exemple, peut être Citeo. Donc, on travaille également sur ce point-là. Donc, ce sera bien obligatoire. Mais à ce stade, ce qu'on veut mettre en place, c'est vraiment une démarche volontaire pour les pots à usage professionnel. Et c'est ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui. Et je vais laisser la parole à Vincent Regnouf, qui est donc l'un des cabinets de conseil que l'on a sollicité. Vincent, je te laisse la parole pour te présenter. En tout cas, merci à tous d'être là. Vous êtes relativement nombreux. Je vois qu'il y a des producteurs, mais j'ai vu aussi des grossistes, des paysagistes même. Donc, merci en tout cas à tous d'être là. C'est un sujet important. On estime que dans notre filière, on ne peut pas vendre du végétal sans s'occuper de nos déchets, et en l'occurrence de nos déchets plastiques. On a un avantage qui est considérable, c'est que l'essentiel de nos pots sont constitués d'une seule matière, le polypropylène. C'est une matière qui peut être recyclée et donc c'est vraiment un atout considérable. Mais encore faut-il créer cette filière de tri et de collecte. Et voilà, et c'est tout l'objet tout l'enjeu de cette démarche que l'on mène aujourd'hui. Merci en tout cas à tous d'être là. Oui, merci beaucoup, Michael. Bonjour, donc Vincent Regnouf, cabinet Inotico. Je travaille depuis près de 20 ans sur les sujets environnementaux, d'économie circulaire
et de déchets. Donc, effectivement, j'accompagne, comme le disait Michael Valor depuis 3 ans maintenant, sur un certain nombre de problématiques, dont la problématique des pots, quels qu'ils soient, professionnels ou ménagers. Et comme Michael l'a dit, effectivement, on va traiter que du sujet des pots professionnels. Aujourd'hui, on va être plusieurs à intervenir selon un sommaire que vous voyez à l'écran. Et donc, je vous propose de tout de suite de rentrer dans le vif du sujet avec la page d'après. Merci beaucoup. Simplement rappeler effectivement quelques définitions. Je ne vais pas m'étendre dessus parce que voilà, vous, de toute façon, vous aurez le PowerPoint qui vous sera envoyé après ce webinaire. Donc, vous pourrez évidemment nous envoyer des questions pour qu'on puisse répondre. Évidemment, poser des questions pendant, vous le voyez à l'écran, mais également nous envoyer des questions et on sera évidemment à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Simplement quelques éléments. Effectivement, le pot, quand il accompagne une plante ou un plant est vendu comme tel et ou utilisé comme tel par un professionnel, est un emballage. Et la définition de l'emballage existe dans le Code de l'environnement. Donc, il n'y a pas de débat. Il n'y a plus à en avoir à un moment donné. Est-ce que c'était un support de culture ou un non-emballage? Quand le pot est vendu seul, évidemment, ça n'est pas un emballage. C'est un produit en tant que tel. Mais quand il est vendu avec une plante ou un pot, il n'y a pas de débat. Et notre filière s'inscrit dans un cadre général que vous connaissez aussi, qui est le principe de la responsabilité élargie du producteur, qui est un principe assez simple, mais qui est complexe souvent à mettre en œuvre, qui est que l'acteur économique qui met sur le marché des produits, et ces produits, quand ils sont utilisés ou consommés, générant des déchets, cet acteur économique est responsable de tout ou partie de la gestion de fin de vie de son produit devenu déchet ou de l'emballage de son produit devenu déchet et donc doit participer au financement ou à la gestion opérationnelle de la fin de vie. Et donc, vous le savez, ça existe depuis 30 ans en France. C'était la création d'éco-emballages en 1992 pour les emballages ménagers. Et depuis, vous le verrez, il y a un certain nombre d'autres filières qui sont venues. Passez à la page d'après. Alors, effectivement, de quoi on parle aujourd'hui? Quels sont les produits, vos produits en l'occurrence, qui sont concernés par cette filière? Eh bien, je le disais, donc c'est bien les plants et les plantes horticoles conditionnés dans un pot. Alors, un pot au sens large, comme vous le voyez à l'écran, que ce soit un godet, que ce soit un pot, un conteneur, une clayette, une coupe, une suspension, donc tout type de contenants, voilà, et qui sont en polypropylène. Pourquoi le choix du polypropylène? On y reviendra. Pour une raison extrêmement simple, c'est d'abord parce que c'est le gisement, c'est le flux plastique majoritaire pour ce type de pot, premier élément. Donc, on s'attaque évidemment au gisement qui est le plus important, c'est tout à fait logique. Et les autres, d'ailleurs, flux plastiques, notamment comme le PS, sont plutôt vraiment très minoritaires, voire en fin d'existence. Et puis surtout parce que l'objectif de cette filière, c'est de recycler ces pots une fois qu'ils ont été usagés. Et l'industrie du PP, l'industrie du recyclage du BP existe en France et surtout, elle est demandeuse de matière. Donc, on est vraiment dans un cercle vertueux. Il y a des industriels du recyclage qui nous demandent de la matière. Cette filière a pour objectif de lui en fournir, donc d'où le choix du PP. Et évidemment, il s'agit donc des pots en plantes qui sont uniquement dans le circuit professionnel, donc pas ceux qui finissent chez le particulier ou acheté par le particulier, qu'il l'achète dans un magasin ou chez un pépiniériste, chez vous. Non, là, on parle bien des pots qui sont à usage et vendus à titre professionnel. Ce sont ceux-là qui sont concernés. Et évidemment, dans les pots à usage professionnel, il y a des pots qui ne sont pas vendus, notamment les invendus ou les casses. Alors, ceux-là ne seront pas amenés à payer, on va y revenir après, l'éco-contribution, puisque l'éco-contribution, elle n'est due que quand vous avez une recette, quand vous vendez la plante en pot. Et évidemment, elle n'est pas due quand vous achetez le pot pour ensuite mettre votre plante dedans. C'est vraiment au moment de la vente du pot. Mais en revanche, Addivalor s'est engagé, et Pierre de l'Épineux reviendra après, à ce que quand il viendra collecter les pots, il collectera aussi les casses et les invendus qui, pour autant, n'ont pas payé d'éco-contribution. Voilà, donc on est sur un périmètre qui est le périmètre qui nous semble le plus efficace. Donc vous le voyez à la fin de la page, ne sont pas concernés un certain nombre de pots que j'ai déjà cités. Mais donc c'est pour être le plus efficace possible dans cette filière.
Alors, si on parle un peu chiffres, en termes de quoi on parle en termes de gisement, parce que c'est évidemment quand on monte une filière de gestion des déchets de recyclage, il y a un certain nombre de paramètres incontournables. Enfin, quand on monte une activité d'horticulture, il y a des paramètres de chiffres incontournables. Là, on a fait des estimations de gisement qui sont des estimations macro, et évidemment, cette filière va nous permettre d'affiner ces chiffres, mais on pense qu'on est aux alentours de 4 000 tonnes. Les pots ménagers sont plutôt aux alentours de 16 000 tonnes. 4 000 tonnes et donc environ un peu plus de 340 millions d'unités, et qui sont, comme je le disais, vendus ou utilisés par les professionnels, tous les professionnels du végétal. En revanche, ce que l'on sait, et pour le coup, ce que l'on ne sait pas, c'est qu'on a peu d'informations nationales consolidées sur que deviennent ces pots. Quelle est la proportion qui est vraiment enfouie ou incinérée? On sait que c'est très majoritaire, mais surtout, quelle est la proportion qui est recyclée, qui est réemployée? Il y a peu d'infos. On sait qu'il y a beaucoup d'initiatives. Vous-même, dans ce webinaire, beaucoup d'entre vous doivent également avoir des circuits particuliers, mais il y a peu d'informations nationales qui soient connues. Ce que l'on sait quand même, c'est que la majorité est aujourd'hui incinérée ou enfouie. Ça, on le sait. Et que c'est une fin de vie qu'aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de défendre. Très clairement, ça n'est pas, on le verra dans les objectifs de politique publique et Valor avec vous, a une ambition environnementale qui est justement de maximiser le recyclage. Et donc, voilà, on a aujourd'hui une gestion de fin de vie des pots qui est, sur le plan environnemental, pas satisfaisante. D'autant plus que le cadre réglementaire, je parlais du cadre de la responsabilité élargie du producteur, mais au-delà de ce cadre-là, parce que ce cadre, finalement, c'est un outil, mais les pouvoirs publics, qu'ils soient d'ailleurs européens, sous forme de directives ou de règlements européens, ou français, à travers notamment un certain nombre de lois, et notamment certains d'entre vous ont sûrement en tête la loi AGEC, qui a maintenant un peu plus de 3 ans, qui a été d'ailleurs confirmée un an après par une autre loi qui s'appelle la loi Climat et Résilience. Les pouvoirs publics mettent le paquet en matière d'ambition environnementale et d'économie circulaire. Très clairement, l'objectif, c'est d'augmenter le recyclage, le réemploi et la réduction des emballages. Avec, vous l'avez peut-être en tête, avec une perspective à 2040, qui peut paraître très loin, mais il y a des objectifs intermédiaires. À 2040, c'est de ne plus avoir d'emballage plastique à usage unique. Cet objectif sera atteint ou pas, ça c'est une autre affaire. Mais voilà, on est vraiment dans une dynamique qui est vraiment de, entre guillemets, prendre en charge, pas entre guillemets d'ailleurs, prendre en charge les emballages plastiques pour diminuer leur impact sur l'environnement. Et à ce titre, les filières REP dont je parlais au début sont un outil, à travers les éco-organismes notamment, et les engagements des metteurs sur le marché pour mettre en place des politiques environnementales volontaristes. Et ça concerne tous les produits, pas que les emballages plastiques, pas que les pots horticoles. Évidemment, ça concerne tous les produits. D'ailleurs, vous-même, vous êtes déjà concerné par un certain nombre de filières REP, que ce soit évidemment les emballages ménagers, mais les papiers, les articles de bricolage et de jardin, donc le fameux pot vendu tout seul aux particuliers. Je ne parle pas vendu aux professionnels, mais le pot vendu tout seul aux particuliers. Depuis le 1er janvier 2023, est rentré dans la filière REP ABJ, 22, est rentré dans la filière ABJ. Mais il y a également les produits électroniques, les meubles, etc. Et effectivement, en 2025, il y a une nouvelle réglementation qui est annoncée, qui est à la fois d'inspiration européenne, mais également reprise dans la loi AGEC, qui est que les emballages professionnels, donc les pots dont nous parlons aujourd'hui, devront rentrer dans une filière REP. Et donc l'idée, c'est d'anticiper cette filière, pas pour le plaisir d'anticiper, mais surtout pour pouvoir maîtriser cette filière, pour que les professionnels du végétal la maîtrisent et surtout puissent la poursuivre après le 2025. Donc l'idée, c'est bien de faire en sorte que cette filière volontaire soit montrée, expliquée au pouvoir public, comme ça a déjà été fait, et de dire, laissez-nous notre système après 2025 qui s'intègre dedans, et avec surtout, et avant tout, un ratio coût-efficacité qui sera meilleur, avec une filière en 2025 qui sera agréée et qui pèsera plus cher et qui vous coûtera plus cher. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir cette filière volontaire maintenant pour la maintenir après 2025. Et donc, pourquoi cette filière? Bien sûr, l'idée, c'est d'augmenter, c'est d'améliorer, c'est de vous aider à gérer vos pots, comment faire en sorte que vous ayez, entre guillemets, des pots moins en plastique, Mickaël en parlait, mode pressé ou autre, mais également, une fois qu'ils sont usagés, de les gérer, pas de les avoir en stock ou de trop longtemps chez vous, ou de faire en sorte qu'ils ne soient pas recyclés.
D'autant plus que, je le disais, ben voilà, le plastique aujourd'hui est quand même très attaqué dans la société. J'ai parlé des objectifs de politique publique. Et très clairement, il y a un risque pour tous les utilisateurs de plastique, donc vous. C'est très clairement, les pouvoirs publics ont en tête un peu, c'est un peu la carotte et le bâton, c'est de dire, ben, écoutez, moi, si les acteurs d'activité économique ne font pas des efforts, ne s'engagent pas dans une à la fois réduction du plastique, mais surtout une amélioration de son recyclage, je me réserve le droit de restreindre, voire carrément d'interdire l'usage du plastique assez vite. Donc il y a un vrai sujet, il y a un vrai risque pour vous, parce qu'on sait bien que les pots aujourd'hui en plastique sont un outil indispensable dans votre activité, dans votre production, mais les pouvoirs publics ne souhaitent pas continuer sur le même modèle qu'avant avec les pots plastiques tels qu'ils sont là aujourd'hui. Et donc, Valor a dit, ben, il y a deux aspects à prendre en compte, d'autant plus que Valor anime une filière, la filière du végétal, qui est évidemment, j'enfonce une porte ouverte, je ne vous apprends rien, naturellement tournée vers l'environnement et sa préservation. Il y a deux volets. Il y a au niveau du pot, comment je vais faire pour que le pot soit demain en plastique, soit dans un plastique qui a un moindre impact sur l'environnement, soit dans un autre matériau que le plastique. Donc ça, c'est le volet éco-conception dont parlait Michael, et qui s'est matérialisé. Et c'est un vrai sujet, c'est un vrai acte de rupture pour les fabricants. Les fabricants français et certains européens ont signé avec Valor il y a 2 mois maintenant une charte les engageant à changer leur mode de production, de mode de fabrication des pots plastiques, comme vous le voyez à l'écran, fin du PS, des monomatériaux, incorporation maximum de recyclés. Donc là, sur le plan amont, le travail est en train d'être fait. Et sur le plan aval, il y a les deux types de pots, pots ménagers, pots professionnels. Les pots ménagers, on travaille aujourd'hui avec Citeo, ce n'est pas l'objet de notre réunion. Et les pots professionnels, Valor monte cette filière. L'objectif, c'est vraiment de montrer, pour éviter de se faire rattraper par la patrouille plus tard et que ça vous coûte, entre guillemets, plus cher, pas entre guillemets d'ailleurs que ça vous coûte plus cher, c'est de montrer que la filière s'engage. Et donc, page suivante, aujourd'hui, ça se matérialise par la création de cette filière volontaire de collecte pour recyclage des pots professionnels qui a fait l'objet de la signature d'une déclaration d'intention le 1er février dernier, donc c'est vraiment la date d'engagement officielle. La quasi-totalité des familles de Valor ont signé, dont les familles de Collège Production que vous voyez à l'écran, Felcop, Verdir et UFS, se sont engagées à monter cette filière et donc faire en sorte que ces familles et leurs adhérents et donc, rejoignent au plus vite cette filière pour que dès fin 2023, vous puissiez vous bénéficier de ce service de collecte et que vous n'ayez plus à vous en occuper, plus à gérer les contrats avec vos repreneurs si vous en avez, et donc que ce système national, ce dispositif national soit effectif dès fin 2023. Et donc je vais laisser la parole à Pierre de Lépinot pour présenter très opérationnellement comment ça va se passer. Oui, merci Vincent. Bonjour à tous. En introduction, donc me présenter, Pierre de Lépinot. Je suis actuellement donc conseiller technique auprès d'Adivalor en charge de ce projet. J'ai été précédemment et durant 20 ans le directeur d'Adivalor et le fondateur, puisqu'Adivalor a été créé en 2001. Adivalor est une société sans but lucratif dont les actionnaires sont les organisations professionnelles agricoles qui représentent les industries d'agrofourniture d'une part, la distribution coopérative et négoce, et les agriculteurs représentés par le syndicat majoritaire Fédération FNSEA et les chambres d'agriculture. Voilà, donc effectivement, nous avons été sollicités par Valor donc, pour intégrer dans le dispositif qui est déjà en place le sujet des pots horticoles. Le dispositif existant aujourd'hui, c'est un réseau de collecte qui s'appuie sur la distribution agricole, une organisation logistique qui nous permet de collecter aujourd'hui plus de 90 000 tonnes d'emballages et plastiques usagés qui sont recyclés à plus de 90% et qui fait qu'aujourd'hui, l'agriculture française est considérée comme championne d'Europe, voire du monde, en matière de gestion de ces déchets d'activité. Alors,
Pour revenir sur le sujet donc des pots horticoles, Vincent l'a évoqué en introduction, je le rappelle. Dans un premier temps, dès 2023, le champ d'intervention sera celui de l'ensemble des pots en polypropylène, l'ensemble des emballages en polypropylène qui couvrent les godets, les conteneurs, les suspensions, les jardinières et les clayettes. Il s'agit bien de pots vendus avec une plante à des professionnels qui les utilisent pour leur activité, auxquels on a, comme ça a été indiqué tout à l'heure, rajouté pour répondre à l'attente des professionnels, les invendus et la casse, hein, qui fait partie d'une activité professionnelle normale. Et nous avons déjà mis sur la table l'étude de la collecte des autres emballages, notamment ceux à base de polystyrène, polyéthylène haute densité, polyéthylène basse densité. Diapositive suivante. Merci. Voilà, donc comment fonctionne aujourd'hui le système agricole? Vous en avez ici une représentation schématique. On demande aux agriculteurs de trier, préparer et stocker leurs emballages ou leurs plastiques dans l'attente des périodes de collecte. Les collectes donc sont planifiées individuellement par les gestionnaires des points d'apport, principalement des distributeurs, coopératives ou négociants agricoles. En général, 2 à 3 collectes par an. Lors de ces collectes, donc, il sera demandé aux agriculteurs d'apporter leurs emballages, ce qui va permettre une massification. Et dès qu'une quantité minimale est atteinte pour chaque catégorie d'emballage ou de plastique, le gestionnaire du point d'apport nous adresse une demande à nous, à Divalor, qui allons organiser l'évacuation de ces déchets, leur transfert vers des plateformes de regroupement et de préparation. En général, la préparation consiste en une mise en balle, donc une compression. Et ensuite, Adivalor coordonnera également les expéditions vers les sites de recyclage, ce afin de pouvoir livrer régulièrement les unités de recyclage qui peuvent exister en France ou en Europe. Alors, il convient de préciser qu'Adivalor n'a aucun moyen en propre, hein. Notre rôle, c'est vraiment un rôle de maîtrise d'œuvre, et que nous nous appuyons sur un réseau d'entreprises de collecte et de recyclage, une soixantaine d'entreprises en France, une vingtaine de recycleurs hors du territoire français en Europe. Voilà, donc d'un point de vue concret, si on transpose au pot horticole, et c'est ce que vous voyez sur les photos à droite, il sera demandé donc de préparer les pots, hein, et de les séparément des autres emballages et plastiques. Ces pots, une fois transférés sur les plateformes de regroupement, seront compressés pour pouvoir ensuite être livrés chez des recycleurs. Et vous avez en haut là, une photo d'une granule plastique recyclée, hein, qui est le produit final du recycleur et qui va être la matière première du fabricant de produits plastiques, hein, qui va l'incorporer dans ses recettes de fabrication. Diapositive suivante. Alors, ce schéma un peu complexe tente de vous expliquer comment va s'organiser la collecte et le recyclage dans le cas spécifique des pots horticoles. Vous avez, vous le voyez sur les 3 pavés de droite, 3 niveaux principaux, les détenteurs de pots usagés, donc a priori vous, les professionnels. Ensuite, dans l'étage intermédiaire, les fournisseurs de plantes conditionnées ou d'autres entreprises. Et puis sur la partie orange et jaune, partie haute, les entreprises de l'environnement. Donc, la collecte va s'organiser et l'enlèvement va pouvoir s'envisager soit sur la partie gauche, sur des points d'apport qui auront été mis en place entre professionnels, hein, supposons par exemple un pépiniériste qui décide pour une année d'être point d'apport et qui va réceptionner les pots horticoles de ses confrères. Les quantités, une fois atteintes, seront enlevées, flèche bleue, directement et transférées sur des plateformes pastilles rouges, orangées, hein, qui figurent sur ce graphique. Deuxième cas de figure, c'est la deuxième flèche bleue. Pour des producteurs qui auraient des quantités suffisantes de pots, on peut envisager également des enlèvements directs sur l'exploitation. On a indiqué également le cas de la casse, hein, pour des entreprises qui
alors qui peuvent être en production, mais qui peuvent être également en seule distribution, hein. Mais là aussi, si les quantités sont suffisantes, on procédera à des enlèvements sur ces points d'apport. Et puis, on va avoir un cas qui est le cas le plus classique en agriculture. On verra si ça sera le cas en horticulture, mais où le fournisseur du plan va servir de point d'apport et donc les utilisateurs finaux viendront déposer à des périodes convenues leur pot sur ces points d'apport. Voilà. Pour ce qui est donc du reste de la chaîne, on travaille sur des entreprises, donc je l'ai dit, des entreprises qui collectent des déchets, hein, et on a déjà une soixantaine d'entreprises référencées. On complétera peut-être, si nécessaire, ce référencement et des recycleurs qui, pour la plupart, sont déjà identifiés avec qui nous sommes en relation. Alors, très important, pour que le système fonctionne bien et qu'on arrive à maximiser le taux de recyclage, la préparation chez le détenteur du pot usagé. La préparation qui consistera à bien vider les pots pour limiter au maximum la présence de terre et de végétaux. Alors, il ne sera pas demandé de laver ces pots, hein, ça serait un non-sens d'un point de vue environnemental et consommation d'eau. En revanche, le nettoyer au maximum. Pourquoi? Eh bien parce que, lors du recyclage, la présence de terre, de matière végétale, complexifie et perturbe le process de recyclage et donc va limiter sa productivité, son efficacité, voire la qualité des matières plastiques recyclées au final. Il est prévu cependant, hein, dans ces unités de recyclage un processus de lavage, mais plus le pot sera sale, plus le lavage sera rendu complexe. Donc bien vider les pots, les empiler, les conditionner, sans besoin de les trier par couleur, ce notamment pour gagner un maximum de place, hein, du volume. Le transport, c'est l'unité de compte pour le transport, c'est le volume. Le transport coûte cher et donc évidemment, le fait que les pots soient empilés va nous permettre de charger un maximum de pots par unité d'enlèvement. Et la préparation de ces pots, une fois empilés, sera demandée soit sur palettes, alors deux types de palettes pour faire simple, des box palettes ou des palettes filmées. Et deuxième option, qui est bien connue dans le secteur agricole, qui sont des sacs de collecte translucides d'un volume de 250 litres ou de 500 litres, hein, qui sont aujourd'hui notamment les sacs qui sont utilisés par les agriculteurs pour la collecte des bidons et que vous avez, en tant que professionnel, certainement eu déjà l'occasion d'utiliser. Alors une fois ces emballages, ces pots préparés, on passe à la logistique et donc le point important, c'est de noter que dans un souci d'optimisation, technique, mais également de maîtrise des coûts, il est prévu des seuils d'enlèvement. Des seuils d'enlèvement qui ont été raisonnés, sur un objectif d'enlever, 600 kilogrammes de peau par enlèvement, ce qui correspond par rapport aux différents pilotes qu'on a pu réaliser à 4 palettes ou box palettes ou une quarantaine de sacs de 250, une vingtaine de sacs dans le cas de sacs de 500 litres. Alors ce sont des volumes assez importants, on en est bien conscient, et donc on a prévu également de pouvoir enlever pour des quantités moindres à partir d'une palette ou de 10 sacs, mais dans ce cas, une participation forfaitaire sera demandée aux détenteurs des pots pour procéder à l'enlèvement sous ce seuil. Diapositive suivante. Alors un point important qui nous a été signalé par les professionnels, c'est qu'il existe déjà dans certaines zones des dispositifs de collecte existants et il est bien évident pour nous qu'il ne s'agit pas de faire un annule et remplace, hein, mais plutôt d'intégrer dans le dispositif l'existant. Alors, pour cela, 2-3 points clés à bien noter. Bon, d'une part, le fait que l'opération existe, hein, n'empêche pas qu'il sera demandé, hein, une déclaration, notamment des quantités commercialisées et pour les entreprises qui seront concernées, à savoir les metteurs en marché, le paiement de l'éco-contribution. Qu'il sera possible de conserver la maîtrise d'ouvrage des opérations, hein, pour des entreprises qui le souhaitent, avec
cependant une contractualisation qui sera demandée avec Addivalor. La contractualisation permettant à Addivalor de collecter les statistiques de collecte et les justificatifs de recyclage, ce pour alimenter les compteurs de la filière nationale, et puis également qui donnera droit à l'entreprise qui organise elle-même ses collectes à des soutiens compensatoires qui correspondront peu ou prou au coût moyen optimisé constaté au niveau national à la tonne collectée. Donc en clair, l'entreprise peut continuer à gérer sa collecte et elle bénéficiera de soutien financier. La deuxième option, pour les entreprises qui souhaitent dorénavant externaliser ce service, ça sera de transférer la maîtrise d'ouvrage à Addivalor. Donc nous reprendrons le manche sur les opérations dans la continuité avec une seule limite qui sera la limite économique. Ainsi, il s'avère que le dispositif est significativement plus coûteux que ce qu'on peut organiser sur la base de coûts moyens optimisés. On sera là amené à demander là aussi une participation financière à l'entreprise qui correspondra au différentiel, c'est-à-dire au surcoût constaté par rapport au coût moyen de la filière. Alors, ce tableau essaye de résumer ce que sera la feuille de route de la filière. Vous avez en bleu sur la partie haute du tableau les indicateurs de mise en marché. La première ligne, c'est l'estimation qui a été faite du nombre d'unités de vente mises en marché chaque année au niveau national. Alors, l'unité de vente, c'est quoi? Je le rappelle, c'est la plante conditionnée. Hein, ça n'est pas le pot en tant que tel, c'est la plante. Et nous avons retenu une estimation de 340 millions de plantes conditionnées par an, avec une baisse tendancielle de 3 par an, notamment liée aux efforts d'éco-conception qui sont déjà en cours et qui vont permettre, dans certains cas, de switcher d'un pot plastique vers un pot papier, voire de ne plus utiliser d'emballage du tout, et donc de sortir du champ d'action et du périmètre de la filière. Sur la base de cette première estimation et des informations qui ont pu être collectées, il a été estimé la quantité d'emballage qui sert au conditionnement de ces plantes. Quantité d'emballage estimée à 4000 tonnes par an, donc avec une baisse là aussi tendancielle compte tenu de l'hypothèse posée précédemment. Et cette quantité d'emballage utilisée, elle a été convertie en quantité de pots horticoles usagés. Donc vous voyez que la quantité est légèrement supérieure, et ça, c'est lié au fait que même si on demande des pots nettoyés, nous savons qu'il y aura de toute façon un taux de souillure et donc une perte de matière, notamment lors du process de recyclage. En vert, les indicateurs de collecte et de recyclage. Donc, vous avez sur la première ligne les quantités prévisionnelles de pots horticoles usagés qui seront collectés, ce qui permet d'afficher un taux de collecte objectif. Et vous voyez que le taux de collecte objectif, il est de 58% à 5 ans. Nous tablons sur un taux de recyclé sur collecté, c'est-à-dire la quantité des emballages collectés qui seront recyclés, de l'ordre de 95%. Donc, vous voyez que c'est un taux extrêmement élevé, et ce qui permettra donc de viser à 5 ans un taux de recyclage de 55%, ce qui est le taux de recyclage étant l'indicateur clé qui guide les politiques publiques aujourd'hui, et qui fait l'objet également d'obligations sur le plan réglementaire. Et avec cet objectif de 55%, nous serons en ligne avec les objectifs de la directive emballage, puisque là, il s'agit également d'une réglementation européenne qui vise un taux de recyclage des plastiques de 50% en 2025 et de 55% en 2030. Diapositive suivante. Merci. Alors, pour atteindre ces objectifs, évidemment, il va falloir engager des moyens, des dépenses, et ces deux graphiques vous résument les indicateurs clés sur le plan économique. À gauche, un graphique qui résume quels seront les principaux postes de dépenses du futur dispositif. Vous voyez en vert que près de 75% des dépenses correspondent à des coûts directs, qui sont les coûts de collecte, de transport, de mise en balle.
des soutiens qui seront également versés aux entreprises qui joueront le rôle de gestion de points d'apport et ce coût étant minoré des recettes éventuelles de valorisation qui peuvent être tirées donc de la cession des lots de pots horticoles usagés à des recycleurs. Alors sur ce dernier point, on a été extrêmement prudent, hein, dans la configuration du budget. Pourquoi? Bah, parce qu'on observe depuis, pas mal d'années, hein, une très forte fluctuation, hein, des cours de matières plastiques et des prix de reprise de déchets recyclables et donc on a souhaité partir sur des hypothèses plutôt, prudentes de façon à ce que le dispositif, quel que soit le prix des matières, puisse fonctionner, hein, ne soit pas menacé d'interruption. Et donc, ça veut dire qu'évidemment, il y aura des opportunités si on est dans des contextes de prix plus élevés. Le deuxième poste de coût en orangé, ce sont les coûts fixes d'Adivalor, qui sont essentiellement des coûts d'assistance technique, de communication, assistance technique auprès de toutes les entreprises pour les aider à organiser les collectes, communication sur les consignes de collecte, système d'information pour gérer toute la logistique. Et puis la dernière partie, ce seront les coûts de gestion de l'éco-contribution, qui couvrira donc les coûts de gestion de contrat, de déclaration, les facturations, l'assistance technique à la déclaration et à la facturation et la relation avec les contractants, les adhérents. Et puis des frais de structure pour ce qui sera l'organisme financeur chargé de collecter l'éco-contribution, hein. Le choix a été fait de dissocier la fonction opérationnelle et la fonction économique. Donc, organisme financeur en cours de création sous l'égide de Valor. Donc, il y aura une mission aussi de représentation et de défense des intérêts de la filière et qui également aura à superviser toute la structuration juridique de la filière. Sur la base de ces estimations, il a été construit un budget pluriannuel sur une période de 5 ans et vous voyez sur le graphique de droite, résumé le total des charges prévisionnelles qui est en rouge et qui va augmenter proportionnellement aux quantités, de pots horticoles usagés collectés et un poste, en bleu qui lui sera stable nonobstant les évolutions de quantité mise en marché, de quantité de plants conditionnés commercialisés. Donc les produits, bah, ça sera la résultante de ces quantités de plantes conditionnées mises en marché, multipliées par le barème d'éco-contribution qui vous sera présenté tout à l'heure ou qui a été présenté. J'ai un petit doute. Au final, sur les 5 ans, l'objectif, bah, c'est d'avoir un système qui soit équilibré. Vous avez en gris la représentation du solde cumulé, hein, sur l'ensemble de la période. Donc, vous voyez que sur les premières années, on prévoit un excédent du fait de recettes supérieures aux quantités, aux dépenses engagées pour la collecte, mais une inversion de la tendance en années 4 et 5 du fait de l'augmentation des collectes. Le déficit constaté en année 4-5 sera compensé par l'excédent enregistré durant les premières années. Donc, ce qui est important de noter, c'est qu'au final, le dispositif donc, est sans but lucratif, hein, donc il n'y a pas de vocation ni à faire de résultats, ni à rémunérer un quelconque actionnaire, même s'il y a un actionnaire. Alors, pour terminer donc cette diapositive avec ce graphique qui essaye de vous résumer, hein, le mode d'organisation général de ce que peut être une filière dite Adivalor, hein, filière de gestion des déchets d'agrofourniture. Donc, un organisme financeur, la pastille orange, qui va être en relation avec les metteurs en marché et qui va collecter la contribution financière annuelle des metteurs en marché. Cette contribution sera calculée à l'unité de vente, intégrée dans le prix de revient du produit et donc susceptible d'être répercutée dans la chaîne de commercialisation via les distributeurs jusqu'à l'utilisateur final. L'organisme financeur contractualise avec Adivalor pour financer le programme opérationnel de collecte et de valorisation. Avec ses ressources, Adivalor va d'une part contractualiser avec les entreprises de collecte et de traitement, les opérateurs de collecte, donc qui sont les gestionnaires des points d'apport, à qui pourront être versés des soutiens, et des contrats également avec l'ensemble des valorisateurs, où on aura
selon les cas et selon la conjoncture, soit à payer, mais le plus souvent à recevoir une recette qui viendra diminuer d'autant le coût et qui sera redistribuée sous forme de soutien. Voilà le schéma type de l'organisation de la filière volontaire de l'agrofourniture. Alors, ce qu'il faut bien retenir, et je terminerai par là, c'est que l'éco-contribution que vous aurez à acquitter en tant que metteur en marché, elle est calculée par unité de vente et l'unité de vente, c'est la plante vendue en pot. C'est un élément du prix de revient, donc il est totalement intégré dans le prix de revient de la plante. Il est donc répercutable dans le prix de revient, le prix de vente de cette plante. Il sera versé sous forme de contribution à un organisme financeur national qui sera une SAS en cours de création, donc sous l'égide de Valor et de ses adhérents. Et bien noter qu'une éco-contribution n'est pas une taxe, car elle est gérée par contrat entre acteurs privés, donc elle n'est pas collectée par l'État, et elle est totalement affectée, exclusivement affectée à la gestion de la fin de vie de l'emballage. Donc il y a une traçabilité totale sur cette contribution. Voilà, je pense, ce qui me concernait. Voilà, et je passe la parole à Héloïse. Merci de votre attention. Oui, bonjour. Morgane également va pouvoir intervenir en parallèle de moi. Ça va être une présentation à 2 voix. Rapidement me présenter. Donc, Héloïse Grugère, je suis directrice juridique chez Valor. Avec Morgane, on va vous présenter un petit peu plus en détail la problématique des mises sur le marché, la notion de metteur en marché et donc savoir qui doit assumer in fine le paiement de l'éco-contribution. Donc, pour cela, on a plusieurs schémas à vous présenter. Comme vous pouvez le voir au niveau de la légende, donc en vert, c'est le metteur en marché. Alors, qu'est-ce qu'est le metteur en marché? Le metteur en marché est celui qui effectue la première mise sur le marché de la plante en pot sur le marché national. C'est important et ce premier metteur en marché est donc celui qui doit réaliser les déclarations de commercialisation, donc combien de plantes en pot il a vendu sur le marché national à destination de professionnels, puisque nous sommes sur la filière emballage professionnel. Et donc, il effectue les déclarations et il doit assumer in fine le paiement de l'éco-contribution qui est calculé au prorata des déclarations qu'il effectue. Donc, sur ce schéma, qui est le premier cas, le plus simple, on va dire quelque part, vous avez donc le producteur français qui vend soit à des particuliers, à des centrales d'achat, à des distributeurs, à des fleuristes. Là, c'est typiquement, comme c'est indiqué sur le schéma, une filière qui n'est pas la filière qu'on vous présente aujourd'hui, c'est la filière emballage ménager. Et donc, c'est le producteur, là, il est metteur en marché, mais au regard de cette filière emballage ménager. Et donc, les déclarations sont à effectuer auprès des organismes agréés que sont Citeo, Adelph ou l'ECO. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est ce qui se passe en dessous. C'est donc la filière emballage professionnel, donc avec les flèches vertes. Et donc, c'est le cas du producteur qui vend à un grossiste, à une collectivité locale, une entreprise du paysage ou une autre entreprise qui veut végétaliser ses locaux. Donc, il y a plusieurs cas. Donc, c'est le cas, dans ce cas-là, le producteur français est donc celui qui, lorsqu'il fait cette première vente, effectue la première mise sur le marché de la plante en pot et donc est le metteur en marché et doit assumer l'éco-contribution qui porte sur cette plante en pot commercialisée. Morgane, si tu veux peut-être compléter. Non, c'est très complet et juste peut-être ajouter que lorsque vous vendez des plantes en pot à l'étranger, donc hors de la France, vous n'êtes pas soumis
à rejoindre la filière et pour ces plantes-là et à payer une éco-contribution, puisque la fin de vie du déchet n'aura pas à être gérée sur le territoire national. Voilà, le pot part ailleurs qu'en France. C'est pour ça qu'on vous a mis que ce sont des ventes qui ne sont pas concernées par notre filière. Sur le schéma suivant, donc le deuxième cas qui concerne l'achat de végétaux pour grossissement. Alors là, il y a plusieurs couleurs. Donc, vous avez en vert ceux qui sont concernés comme metteurs en marché. Donc, je rappelle ceux qui doivent réaliser les déclarations auprès de la SAS dont parlait Pierre tout à l'heure et payer l'éco-contribution. Il y a donc le premier cas du producteur de jeunes plants ou de plantes en pot qui revend à un producteur français, donc vente de producteur à producteur. On est bien dans le cas de l'emballage professionnel. Et la première mise sur le marché de ce jeune plant en pot, c'est bien le producteur du jeune plant, donc c'est lui qui est metteur en marché. Il y a le cas où c'est le grossiste qui revend à un producteur français. Donc, si vous êtes grossiste, que vous revendez à un producteur français pour lui ensuite qu'il effectue également par la suite de la mise en culture avec rempotage, dans ce cas-là, le grossiste, il y a plusieurs cas possibles pour lui. C'est pour ça qu'il est en case colorée violette. Il y a plusieurs cas possibles. Soit il est considéré comme premier metteur en marché, soit il est mandataire au titre du premier metteur en marché, soit il n'est pas metteur en marché. Donc, il y a plusieurs cas possibles pour le grossiste et nous l'avons examiné lors d'un précédent webinaire, cette situation. Tout dépend en fait d'où le grossiste, où est-ce que lui-même a acheté son jeune plant en pot. Bon, je pourrais revenir dessus, peut-être Morgane, si tu penses que c'est nécessaire. Quand on parle du cas du dessous, c'est donc le cas du fournisseur européen de jeunes plants qui revend à un producteur français. Et dans ce cadre-là, et dans la logique d'une réglementation REP, il y a un dispositif particulier sur un plan juridique qui se met en place où le producteur français n'est pas le premier metteur en marché, puisque c'est le fournisseur européen qui met sur le marché français. Mais pour autant, afin d'identifier, d'aller effectuer les déclarations et d'aller payer l'éco-contribution, le producteur français se positionne en tant que mandataire pour son fournisseur. Et donc, en fait, il y a la mise en place d'un mandat entre le producteur français et le fournisseur européen. Alors, quand on dit européen, c'est vraiment Union européenne. Donc, la mise en place d'un mandat et donc le producteur français effectue pour le compte du fournisseur européen les déclarations auprès de la SAS. Il paye l'éco-contribution auprès de la SAS, mais dans le cadre du contrat de mandat qu'il a avec le fournisseur européen doit lui rembourser le montant de l'éco-contribution versée. Et puis, il y a le dernier cas qui est le cas du fournisseur hors Union européenne. Et dans ce cadre-là, la première mise sur le marché, elle est sur le plan de la réglementation considérée comme étant à la charge de l'importateur et donc du premier acheteur sur le territoire national, donc du producteur français, qui est considéré comme le premier metteur en marché et donc celui qui doit effectuer les déclarations et payer, assumer in fine l'éco-contribution. Peut-être donc vous dire que là, ce qu'on vient de vous présenter, c'est bien pour des plants en pot ou des plantes en pot que vous achetez pour votre culture, pour du grossissement et où vous allez effectuer un ou plusieurs rempotages. On va passer maintenant au cas du négoce où vous faites de l'achat-revente sans sortir la plante de son pot et la replanter dans un autre pot. Alors, donc, dans le cas du négoce, comme vous le voyez, un producteur français qui revend à un producteur français, le premier est considéré comme premier metteur sur le marché. Il revend à un producteur français, donc c'est bien
une revente à titre dans le cadre d'une activité professionnelle. Donc, on reste dans la flèche verte, hein, c'est-à-dire la REP emballage professionnel. Après, comme vous le voyez, hein, les deux schémas, celui qui est tout en haut et celui qui est au milieu, sont les mêmes. Après, la seule chose qui différencie, c'est ce que ce producteur français, dans le cadre de son complément de gamme, à qui il va revendre. C'est soit donc des flèches rouges tout en haut où ce producteur français qui a fait son complément de gamme revend à des particuliers, à la distribution, à un fleuriste. On est dans le cadre de revente qui pourraient s'inscrire dans les emballages ménagers, mais par un souci de clarification, de simplification des flux, il a été décidé que toute vente qui se passerait entre un producteur français ou un grossiste français et un producteur français dans le cadre des produits de négoce, cette vente intégrerait la filière REP emballage pro, et donc le producteur, le premier, enfin, celui qui vend pour un producteur français dans le cadre d'un négoce, ce producteur serait considéré comme premier metteur en marché et dans le cadre de la filière REP emballage professionnel, donc à déclarer à la SAS dont on vous parlait, et à payer le montant de l'éco-contribution dont on va vous présenter le barème juste ensuite. Peut-être juste un mot, dire que c'est un arbitrage que nous avons fait vraiment pour vous simplifier la vie et au regard des volumes concernés. Voilà. Et donc le fameux barème, peut-être Morgane, te laisser le présenter. Oui, très bien. Donc, vous aviez peut-être suivi nos précédentes communications. Vous verrez qu'on a rajouté une ligne. Donc, le barème n'a pas bougé sur les 4 premières catégories. Cependant, suite à la diffusion du barème prévisionnel, on a eu des remontées de pépiniéristes qui nous ont indiqué qu'une catégorie unique supérieure à 4 litres leur posait des difficultés parce qu'ils géraient, eux, des très gros conteneurs et qu'ils avaient besoin d'une plus grande progressivité. Et donc, c'est pour ça que le groupe de travail Pot Horticole de Valor a revu la copie avec Adivalor et a décidé d'introduire cette notion de pot de 4 litres jusqu'à 10 litres et de pot supérieur à 10 litres. Voilà, donc à part ces 2 lignes-là, pas de modification. Et vous voyez donc que le barème d'éco-contribution, il part de moins d'1 centime d'euro et il va jusqu'à 10 centimes d'euros, ce qui a ramené, comme l'évoquait Pierre de Lépinot juste avant, au prix de vente de la plante en pot et non pas au prix d'achat du pot plastique vide. Donc, si on en revient, on essaie de prendre un peu de recul sur la mise en place de l'éco-contribution, comment elle va se passer. Donc, les premiers metteurs en marché, donc ceux qui étaient en vert dans nos schémas, vont signer un contrat d'adhésion auprès de l'organisme financeur, la fameuse SAS, qui est donc en charge de la mise en œuvre financière, économique et juridique de cette filière. Donc, il va y avoir un contrat qui va avoir pour principaux engagements, le metteur en marché s'engage à faire les déclarations associées aux emballages professionnels, va s'engager à payer l'éco-contribution qui sera facturée sur la base de ces déclarations, et charge pour l'organisme financeur de contractualiser, comme l'a expliqué Pierre, avec Adivalor pour la mise en œuvre opérationnelle concrète de la filière. Comme l'expliquait également Pierre, l'éco-contribution, selon les politiques propres à chaque entreprise, sera intégrée en tout, en partie, dans les tarifs des plants et plantes en pot, puisque l'éco-contribution, je le rappelle, porte sur les plantes en pot commercialisées uniquement. Donc après, les politiques commerciales devront être déterminées par chaque entreprise. Il n'y aura pas de mot d'ordre particulier collectif à ce sujet. Il y aura les déclarations à faire donc annuellement au regard de ce qui sera, au regard des ventes de l'année précédente, donc N-1, et le versement de la contribution qui sera calculé sur la base de ces déclarations.
Après, en termes de calendrier, où nous situons-nous? Vincent expliquait que nous souhaitions pouvoir mettre en œuvre une première collecte d'ici la fin de l'année 2023. Donc, si on se positionne en rétro-planning, qu'on remonte dans le temps, qu'est-ce que ça implique comme organisation? Nous sommes actuellement dans la phase verte claire avec les lettres d'engagement que vous avez dû recevoir, des mails ou des courriers à ce sujet. Ce sont des documents importants, ces lettres d'engagement, c'est une manifestation d'intérêt de votre entreprise pour cette filière, mais ça permet également de nous informer sur les volumes que vous estimez devoir, pouvoir rentrer dans cette filière emballage pro, ce qui nous permet d'affiner, nous, le montage de cette filière et d'en valider la mise en place opérationnelle. Donc, c'est très important que vous puissiez remplir ces lettres d'engagement qui ne sont pas des contrats, hein, je tiens à le préciser, mais c'est important pour nous quand même que vous précisiez les volumes que vous avez. Une fois cette phase-là terminée, on rentrera dans la phase de contractualisation avec l'organisme financeur qui se perdurera jusqu'au mois de juillet à peu près. À partir du moment où vous aurez contractualisé avec l'organisme financeur, chaque entreprise pourra intégrer donc l'éco-contribution dans la vente des plans conditionnés selon les politiques qu'elle aura définies elle-même. Et notre objectif est de permettre le lancement opérationnel de cette collecte, si possible avec une ouverture donc dès le mois de septembre pour une collecte vraiment opérationnelle en toute fin d'année 2023. Je propose qu'on donne la parole à Michael Mercier pour conclure avant de répondre aux questions. Oui, alors c'est complexe, hein, je pense que vous l'avez compris. Alors, notre filière est complexe. Je pense que chacun l'admet. Pour quelqu'un comme Pierre qui la découvre, il le dit lui-même. C'est vrai qu'il y a des flux dans tous les sens. Il y a des plans qui viennent de l'étranger et après, en termes de gestion des pots, mais ça, c'est vrai pour n'importe quelle filière. Hein, Vincent nous l'a redit. On distingue en fait le côté professionnel du côté ménager. Donc, ça rend le système un peu complexe. Pour autant, j'espère que chacun a compris que c'est une réflexion collective qui est extrêmement importante, qu'on est en train d'anticiper en fait sur l'avenir. Hein. En 2025, ces éco-contributions seront obligatoires, que le tarif Citeo, nous, on ne le maîtrise pas du tout, alors que les tarifs Addivalor, voilà, on a travaillé ensemble pour arriver à un système qui convienne à tout le monde et qui soit relativement simple. Et qu'on est en train d'anticiper en fait sur ce qui va arriver dans 2 ans. Il faut aussi que chacun comprenne que l'engagement de vos entreprises est important pour que la filière se lance. Donc, on vous engage vraiment à signer en fait cette lettre d'engagement pour qu'on puisse lancer ce système au niveau national. Voilà, ça a été un gros travail au sein de Valor pour arriver à ce résultat. Donc, on compte sur vous pour signer cette lettre d'engagement. Je vais laisser la parole alors à Morgane pour effectivement pouvoir répondre aux questions que vous avez pu déposer à la fois sur le chat et puis et la rubrique questions depuis le début de la réunion. Très bien, merci Michael. Héloïse, je vais balayer les questions. Si tu en vois d'autres qui apparaissent dans le chat, n'hésite pas à les rajouter dans l'onglet questions. Alors, Benjamin Marcon nous demande ce qu'il va devoir faire des pots qui ne sont pas en polypropylène et qui ne sont pas identifiés par les flèches et le chiffre 5. Pierre ? Oui, je pense que mon conseil et notre conseil, ça sera, si vous le pouvez, les stocker. Dans l'attente de la mise en place d'un dispositif, on l'a indiqué tout à l'heure, on a bien identifié qu'il y avait d'autres attentes
Et donc, l'objectif, c'est dans un délai, je l'espère, d'1 an, être en mesure d'élargir le dispositif. Si ce stockage n'est pas possible, vous devez dans ce cas faire appel à une entreprise spécialisée qui pourra attester de la filière de valorisation qui sera choisie pour ce type de matériaux. Merci. Une deuxième question. Le transfert aux plateformes, donc on parle là des opérations de collecte. Le transfert aux plateformes nous incombe-t-il en tant que grossiste ou producteur? Donc pour la massification. Alors, voilà, donc il faut s'entendre sur les termes. Si on entend par plateforme ce qu'on a vu tout à l'heure sur le schéma, la plateforme où on va regrouper puis mettre en balle les plastiques, la réponse est non. Ça, c'est bien ce qui sera pris en charge par l'éco-contribution, pris en charge par Adivalor, financé par l'éco-contribution. Donc, la prise en charge est effectuée à ce niveau-là. S'il s'agit de la question des coûts qui peuvent représenter l'apport sur le point de collecte, qui va devenir le point d'apport, qui va devenir un premier point de modification, là oui, c'est à la charge du détenteur du dépôt usagé. Donc ça, c'est pour les entreprises qui ne souhaiteraient pas stocker jusqu'à 600 kg et se faire collecter sur leur site. Une autre question, quelle quantité suffisante faut-il pour un enlèvement sur le point d'apport volontaire? Là, je crois qu'on a répondu tout à l'heure. Je pense que la question est arrivée avant la diapositive. Donc, vous l'avez noté, 600 kg minimum, soit 4 palettes ou un certain nombre de sacs selon le volume du sac. Ensuite, est-ce que les pots peuvent être repris déjà sous forme de balles compressées? Parce qu'il y a des entreprises qui ont des presses sur leur site. Oui, alors ça, c'est une bonne question. Il m'est difficile, sur la base de l'expérience, de répondre oui ou non en général. Je pense que dans ces cas-là, il va falloir qu'on s'assure voilà, des caractéristiques techniques de la balle. Je dirais qu'a priori, oui, mais sous réserve de vérification, voilà, que le format ne va pas être un élément perturbateur ensuite dans la chaîne d'opération. Alors, certaines entreprises ont déjà un système de récupération des déchets plastiques et d'autres déchets d'ailleurs. Seront-elles obligées de faire une déclaration à l'organisme financeur et de payer l'éco-contribution? Voilà, donc là aussi, je pense que j'avais précisé ce point et la question a dû arriver avant la présentation de la diapositive, mais la réponse est oui. Les opérations existantes seront bien entendu prises en compte, mais devront intégrer le dispositif national, ce notamment avec l'objectif de pouvoir fournir, présenter un indicateur professionnel qui soit représentatif et d'anticiper également sur les obligations réglementaires où, de façon générale, l'État est très réfractaire à des systèmes individuels pour des raisons de simplicité de suivi. Ça n'empêche que les opérations peuvent se poursuivre dans un cadre qui sera contractuel avec Adivalor. Une question qui concerne la qualification de metteur sur le marché, peut-être pour Vincent, celle-ci. Ne pourrait-on pas faire payer l'éco-contribution aux transformateurs de plastique? Donc j'imagine que la personne fait référence aux fabricants de pots. C'est tout de même leur matière première. Ils n'ont pas à la collecter ni à la trier, si j'ai bien compris. Avec le micro, ça sera mieux. Alors, je ne sais pas s'il fait effectivement référence aux fabricants ou aux recycleurs, mais j'allais dire que dans les deux cas, la réponse est la même. Le principe de la responsabilité élargie, de l'assujettissement de l'acteur économique dans le cas de la REP est toujours le même. C'est pas le fabricant du produit en tant que tel, c'est celui qui le vend. Donc parfois le fabricant peut être le vendeur, mais ça n'est pas toujours le cas. Là, on est bien
dans un produit. C'est pour ça que sur les pots vendus tout seuls, on va pour préciser des choses dont je parlais tout à l'heure, effectivement, dans le cas des pots vendus tout seuls, et qui sont dans la REP ABJ, article de bricolage et de jardin, effectivement, c'est le fabricant, puisque c'est lui qui les vend. Et quand il les vend, et quand ce sont des pots destinés aux particuliers, puisque pour l'instant, la REP ABJ ne s'occupe que des pots ménagers. Mais quand il s'agit d'une plante et d'un plant en pot, là, c'est le produit. Et évidemment, le fabricant de pots ne vend pas des plantes. C'est vous, comme d'autres professionnels du végétal, qui vendez ces plantes avec le pot. Et comme le sujet, c'est le sujet de la gestion de fin de vie du pot, vous êtes considéré comme celui vendant. Ça n'est pas le fabricant qui vous a vendu le pot pour ensuite être associé à une plante. Alors, je ne sais pas si je suis clair, mais c'est vraiment toujours le principe, c'est celui qui vend le produit qui ensuite devient déchet. Bien, merci. Une personne demande si nous avons calculé le coût du tri et de la collecte pour les metteurs sur le marché en plus de l'éco-contribution. Alors, je pense que la question est peut-être pas tout à fait celle-là. Je pense que pour ce qui est du metteur en marché, sa responsabilité, c'est de déclarer ses mises en marché et de s'acquitter d'une contribution auprès de l'organisme financeur. Je pense que la question, elle concerne plus le détenteur des pots usagés, donc l'utilisateur final. Alors, dans certains cas, ça peut être le même, hein, j'en suis bien conscient. Donc, si la question est est-ce qu'on a fait un calcul des coûts, par exemple des temps passés pour trier, préparer, voire transporter, la réponse est à ce stade non. Hein, on n'a pas fait d'estimation de ce coût qui, bien entendu, est un coût masqué, mais un coût réel. On en est bien conscient. Alors, une personne nous fait un commentaire, c'était au moment de la présentation des schémas et du barème d'éco-contribution. Donc, Bruno nous dit, je n'ai pas l'impression que vous avez inventé un système simple, mais surtout une usine à gaz typiquement française pour le calcul. Alors, Mickaël, je vais vous laisser répondre là-dessus parce que, comme vous l'avez dit, c'est complexe, mais c'est aussi lié à la complexité du sujet. De producteur à producteur, Oui, bah, j'ai un peu répondu tout à l'heure. C'est vrai que c'est complexe. On aurait préféré tous peut-être payer des contributions au moment où on achetait les pots. Voilà, ça aurait été beaucoup plus simple. Voilà, moi-même, j'ai soumis cette idée au tout départ hein, dans la réflexion. J'avais sollicité Vincent et Vincent l'a réexpliqué. Le principe de la REP, c'est voilà, c'est le producteur qui est responsable et pas le fabricant de pot. Et le produit, c'est la plante plus son pot. Donc, ça rend le système un peu complexe. Pour autant, je le redis, en anticipant et en travaillant avec Adivalor, on est avec un partenaire qui est extrêmement professionnel, qui a un but non lucratif et on cherche à mettre en place un système qui se veut simple. Alors, c'est vrai que quand on présente tous les schémas dans tous les sens, ça, c'est la réalité de la filière. Hein. Donc, ça rend le système complexe. Mais Pierre, avec l'expérience qu'il a de tous les flux qui existent en agricole, nous a plusieurs fois redit qu'avec l'expérience, voilà, une fois que ce sera mis en place, toutes ces questions-là seront balayées et le système deviendra beaucoup plus simple pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'au tout départ, il est parfois difficile d'admettre que déjà on aurait dû payer à ce stade et qu'il faut prévoir tout le procédure. Je rajouterais, Mickaël, que comme ça a été dit tout à l'heure, hein, il y a eu un souci vraiment de faire au plus simple. Et ce qui est certain, c'est que le système est plus simple que ce qui se ferait dans un cadre réglementaire. Hein, l'État se soucie assez peu hein, de la notion de simplification. Hein, c'est d'abord l'encadrement qui prime. Et donc, ne serait-ce que sur la déclaration, si vous regardez ce qui aujourd'hui est demandé pour une déclaration à un metteur en marché dans des filières réglementées, on est sur des dispositifs beaucoup plus complexes, hein, sans rapport avec ce que l'on vient de dire. Après, c'est vrai que ce qui rend complexe le dossier est la multiplicité des acteurs.
On l'a vu sur le schéma tout à l'heure de la mise en marché, donc qui est vraiment une spécificité du secteur. C'est beaucoup plus simple, par exemple, en agricole. Merci. Annick est arrivée à 12h40 et a manqué une partie de l'exposé. Une autre session sera-t-elle prévue? À ce stade, non, mais par contre, le replay du webinaire sera disponible et vous allez le recevoir à la fin de la présentation quand on va couper là l'enregistrement. Par ailleurs, on vous invite à vous inscrire à la Valor Info, qui est la newsletter de Valor. Vous trouvez très facilement le lien, je vais vous le mettre dans le chat, pour recevoir cette newsletter qui est transmise 2 fois par mois. Et qui est vraiment le moyen qu'on utilise pour communiquer et vous tenir informé de tous les documents, foires aux questions et autres choses que l'on publie. Alors, on a une question sur qu'en est-il pour les collectivités territoriales qui produisent leurs propres plantes pour leurs besoins et ne commercialisent pas en tant que telles? L'éco-contribution et l'utilisation de la filière sera-t-elle possible? Alors là, typiquement, si vous me permettez, je vais répondre parce que c'est le cas du centre de production horticole de la ville de Paris notamment, qui nous a contactés parce qu'ils sont très intéressés par le dispositif. On priorise là pour le moment dans cette phase là de lancement le schéma, on va dire, classique. Néanmoins, on a bien ça en tête et on va travailler avec Adivalor à apporter une réponse, peut-être sous la forme d'une prestation. Enfin voilà, c'est bien, en tout cas c'est bien identifié et on reviendra vers vous. Et j'invite toutes les centres de production de collectivités concernées à nous écrire pour se signaler s'ils sont intéressés par le dispositif. Ensuite, Julien nous demande, pour les plantes vendues aux distributeurs, donc en jardinerie notamment, suffira-t-il de payer une éco-contribution à un éco-organisme type Citeo ou faudra-t-il aussi payer un prix par plante commercialisée en plus? Peut-être là-dessus, Vincent ou Héloïse? Alors, ça, là, la question, elle concerne bien les pots vendus aux distributeurs qui eux-mêmes les vendent aux particuliers. Donc, on est bien dans le cadre des pots, des plantes vendues destinées à un particulier. Et donc, le pot est un emballage ménager. Et donc, effectivement, le pot doit payer l'éco-contribution à Citeo, à l'Éco ou à Adel. Enfin, il y a 3 éco-organismes de la filière emballage ménager. En revanche, je suis désolé, je ne comprends pas bien la deuxième partie de la question. Donc c'est la question, je pense, du risque de double éco-contribution. Alors, effectivement, il y a le risque peut évidemment sur le papier exister. Donc, l'idée, c'est évidemment de bien avoir identifié les différents circuits de distribution et surtout du client final pour ne pas payer l'éco-contribution 2 fois entre pots ménagers et pots professionnels. On sait qu'il y aura probablement des situations où ce sera difficile de déterminer à votre niveau où ça va. Et donc, on reviendra vers vous pour essayer de vous trouver une solution la plus facile possible qui correspondra peut-être pas exactement à la réalité, mais par défaut, on pourrait considérer que si vous n'arrivez pas à déterminer, eh bien, on peut considérer que ces pots sont des pots professionnels et donc rentrent dans la filière actuelle. Pour connaître le statut de la vente et le type de contribution, donc à savoir Citeo ou pas, ne peut-on pas se caler sur le critère de la TVA? TVA récupérée égale opération sujette SAS, TVA non récupérée, car B2C, Citeo. Peut-être Vincent là-dessus, sur l'approche. C'est une bonne question et je n'ai pas la réponse. Donc, je voudrais éviter de dire une bêtise devant trop de monde. Donc, si on en est d'accord, moi, je prends la question. Ouais, on étudie le sujet et on y répond. Sachant que je pense quand même qu'il y a certains, mais je dis peut-être une bêtise et ceux qui sont là pourront peut-être affirmer, je pense quand même qu'il doit y avoir certaines plantes qui, vendues aux particuliers en direct, ont un régime de TVA X et certaines plantes vendues aux particuliers mais en indirect, c'est-à-dire par les distributeurs, ont un régime de TVA Y. Donc, n'ont pas le même régime de TVA. Donc, je vais quand même vérifier ce point. La magie des webinaires, c'est ça aussi.
Absolument. Merci à vous, On va madame. avancer. Je ne vois plus d'autres questions. Si cela vous convient, je vous propose qu'on clôture le webinaire. Merci beaucoup à tous pour votre participation. N'hésitez pas à consulter les liens qu'on vous a transmis via le chat et surtout à nous solliciter si vous avez des questions qui n'ont pas été traitées aujourd'hui. Vos questions, elles nous permettent d'alimenter la foire aux questions. Voilà, donc c'est très utile. Et surtout, vous l'aurez compris, comme l'a dit Monsieur Mercier, si vous êtes intéressé, si le dispositif vous semble utile et vous semble apporter une solution à la gestion de vos déchets dans vos entreprises, manifestez-vous, complétez la lettre d'engagement, c'est vraiment indispensable pour nous permettre de déployer la filière en 2023. Merci, bonne journée. Morgane, je clôture l'événement. Ouais, ça marche. Oui, je te remercie, j'ai pas le tout. Ouais, super. Ça marche. Je le fais.